Avant de démarrer cet épisode, j'aimerais vous présenter notre page sur Patreon. Patreon, c'est une plateforme qui vous permet de nous aider financièrement en choisissant une de nos 3 formules très abordables allant de 1,50$ à 4,50$ par mois. Elles peuvent vous permettre d'avoir du contenu supplémentaire, de recevoir chaque épisode sans pub ou en avance. Mais surtout, elles nous permettent de continuer de faire vivre ce podcast en nous offrant un petit coup de pouce pécuniaire. Le lien est en descriptif de cet épisode. Merci beaucoup de valoriser notre travail et maintenant, place à l'épisode. Salut et bienvenue sur le podcast d'Expat Families. Moi, c'est Cindy, l'animatrice de ce dernier, et cet été, on va partager ensemble plusieurs anecdotes de longs voyages en famille, que ce soit en avion, en train ou en voiture, Covid ou non, bébé comme jeune enfant, solo ou accompagné. Le critère de choix des témoignages était simple, un trajet de plus de 8 heures avec des enfants. Cette semaine, on élargit un peu notre champ aérien et je vais vous partager d'autres tribulations assez incroyables. Je vous propose, comme promis la semaine dernière, de démarrer par Laurence, qui nous explique en quoi la valise magique peut parfois être fondamentale pour voyager avec des enfants. Bonne écoute! Bonjour, je m'appelle Laurence. On est une famille expatriée, ça fait une 30aine d'années qu'on a quitté la France. On a 3 enfants, des jumeaux, Elena et Mathis, et un petit frère Quentin qui est arrivé 14 mois après son frère et sa sœur, donc des enfants très rapprochés. Mon mari et moi, on a toujours beaucoup voyagé et quand on a eu les enfants, on a décidé que il n'y avait pas de raison qu'on continue pas. Donc on a continué nos explorations, nos voyages, mais on a aussi fait bien sûr pour rentrer en France l'été voir la famille, de longs voyages en avion. Et c'est de l'un d'entre eux dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Donc c'était un vol entre Singapour et Paris. J'étais toute seule avec mes 3 loulous donc. Donc Singapour-Paris, c'est un vol long. Mais à l'époque, Elena et Mathis avaient 6 ans. Quentin devait avoir 5 ans. Et on avait préparé ce voyage comme tous nos autres voyages d'ailleurs. Donc ils avaient un petit sac à dos qu'ils ne pouvaient ouvrir qu'à l'arrivée à l'aéroport, avec comme pour chaque long voyage des surprises à l'intérieur. Donc généralement ils avaient 2 nouveaux magazines, un livre, un petit jouet nouveau, donc une petite voiture, des cartes Pokémon, ce genre de choses. Toujours un bloc avec des crayons ou des feutres pour pouvoir dessiner et écrire. Il faut savoir qu'on est assez strict avec les écrans, enfin qu'on était assez strict avec les écrans. On l'est encore, mais bon, comme maintenant ils sont grands, ils se sentent un petit peu moins concernés. Donc on était très strict avec les écrans et justement, donc quand on avait un voyage en avion comme ça, ils étaient très contents parce qu'ils savaient que il y avait une période pendant le vol où ils avaient le droit de regarder les écrans sans limite. Donc en fait c'était un petit peu le deal, ils savaient qu'à partir du moment où ils étaient dans l'avion, ils pouvaient regarder les dessins animés, les films sur l'écran de l'avion, qu'ils pouvaient jouer sur leur Game Boy, c'était des Game Boy à l'époque, ils étaient petits, sans que papa-maman leur fasse de remarques ou leur mette de timing. Et donc on est monté dans l'avion et une fois qu'on a été installé, il y a eu un appel de la chef de cabine, une annonce de la chef de cabine qui a annoncé que en raison de problèmes techniques, il n'y aurait pas de service de divertissement à bord. Donc j'ai mis un petit peu de temps à réaliser ce que ça voulait dire. J'ai assez vite compris en fait que ça voulait dire qu'il n'y aurait pas d'écran. Effectivement, ça a été confirmé. Pas d'écran, pas de musique, rien. Et là, les 3 enfants se sont penchés vers moi avec un regard noir et ils m'ont dit « You knew it ». Donc en fait, je pense qu'ils étaient convaincus que j'avais fomenté quelque chose avec le commandant de bord pour faire en sorte qu'il ne passe pas trop de temps sur les écrans. Donc on a eu une explication, je leur ai juré que non, je n'y étais pour rien et que j'étais la première embêtée.
Et là, j'ai commencé à sentir peser sur moi le regard des passagers autour qui se disaient ça va être l'horreur. 3 petits, pas de télé pendant tout le voyage, ça va être terrible. Donc je me suis dit, voilà, il faut trouver des idées, il faut mettre en place un programme. Et en fait, c'est ce qu'on a fait. J'ai essayé de leur trouver des missions, des occupations pendant les 13 ou 14 heures de vol. Donc ils ont fait des dessins, je leur donnais des missions, faire un dessin pour le commandant de bord, un dessin pour le chef de cabine, un dessin pour le steward le plus sympa. Voilà, j'ai épuisé toutes les solutions, on a écrit des histoires, je leur ai lu des histoires, on a fait de la gym sur nos sièges, on s'est levé, on est allé se balader au fond de l'avion, on est revenu. Voilà, on a essayé de rester occupés tout le vol. Et je dois dire qu'ils ont été absolument adorables. J'ai eu beaucoup de chance, je pense, parce que ils ont joué le jeu, ils ont compris finalement que leur mère y était pour rien. Et ils ont été hyper choux, et surtout ils ont pris leur mission très au sérieux. Donc ils ont fait des dessins qui étaient des vraies œuvres d'art pour tous les membres de l'équipage. À tel point que quand le commandant de bord a reçu son dessin, un petit moment après, le chef de cabine est venu voir mon fils qui avait fait le dessin, en lui disant que le commandant de bord avait trouvé ça vraiment très très beau et qu'il l'invitait dans la cabine de pilotage à passer un petit moment. Donc c'était il y a une douzaine d'années, je suis pas persuadée que ça se fasse encore aujourd'hui, mais en tout cas pour mon fils, c'est resté vraiment un souvenir émerveillé, et c'est vrai que c'était très très sympa. Quelque temps avant l'arrivée, le steward et l'hôtesse de l'air sont venus nous voir pour les féliciter et leur dire qu'ils avaient été tellement cool que ils les invitaient à aller choisir un petit cadeau dans la boutique Air France. Alors c'était un petit porte-clés, une petite peluche, mais j'ai trouvé ça adorable. Bon, inutile de vous dire que pendant le vol, ils ont dû manger 15 glaces parce que chaque fois que les hôtesses passaient, elles leur proposaient quelque chose de différent à manger en espérant ainsi acheter leur tranquillité. Ça a plutôt bien marché. En revanche, ils étaient à 2 doigts de la crise de foie. Et voilà, donc tout le monde a joué le jeu et les enfants en gardent un super souvenir. Moi aussi, après coup, bon, je vous cache pas que quand je suis arrivée à Paris, j'étais complètement épuisée, ce qui n'arrangeait pas grand-chose parce que je devais continuer en voiture. Mais bon, du coup, en voiture, ils ont été adorables, ils ont dormi tout le long parce que eux aussi, ils étaient épuisés puisqu'ils n'avaient pas fermé l'œil, occupés qu'ils étaient à dessiner et à relever tous les challenges qu'on avait fixés. Donc voilà. Est-ce que j'ai été amenée à le refaire ? Non, heureusement, les systèmes de divertissement dans les avions ne tombent pas en panne à chaque fois que la famille prend l'avion. Mais c'est vrai que c'est un souvenir sympa parce qu'on a fait autre chose que regarder des films. Et si j'ai un conseil à laisser à une personne qui serait dans la même situation, un conseil surtout porté par le bon sens, c'est-à-dire toujours avoir un plan B. Nous, cette histoire de sac à dos rempli de petites surprises pour chaque voyage, en fait, ça marchait hyper bien. Et là, en l'occurrence, ça nous a énormément servi parce que si on n'avait pas eu tout ce qu'on avait dans les petits sacs pour dessiner, pour lire, pour faire des jeux, je pense que le voyage aurait été beaucoup moins sympathique. Donc voilà, si ça vous arrive, il ne faut pas hésiter à faire appel à l'imagination de vos enfants parce qu'ils sont pleins de ressources et je pense que on peut encore trouver à s'occuper sans les écrans, la preuve. Allez, ciao. Est-ce qu'on peut prendre 30 secondes quand même pour applaudir Laurence, seule avec 3 enfants en bas âge, 12 heures d'avion sans divertissement à bord ? Franchement, bravo à elle. Et d'où la nécessité, comme on le disait la semaine dernière déjà, d'un sac entier d'activités pour les enfants. Et si je vous disais que c'était pas suffisant parfois ? On parle de bien tangible, ok,
Mais on oublie un point essentiel quand même. S'armer de patience et de confiance en soi, non ? Je vous propose d'écouter le témoignage d'Astrid pour illustrer mon propos. Bonjour, je m'appelle Astrid, je suis française et donc je vis en expatriation à l'île Maurice depuis maintenant 6 ans. Je vais vous parler d'un voyage que nous avons fait. Alors nous, je dirais pas qu'on voyage pas beaucoup, mais on rentre au moins une fois par an en France avec les enfants. Et donc du coup, je vais vous parler de ce voyage qui était un retour, donc France vers Maurice. Et j'ai été donc avec mon mari et les enfants. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que nous, de porte à porte, c'est un voyage qui est quand même assez long. Alors on a de la chance d'avoir des vols directs, mais de porte à porte, on est en moyenne sur du 19 heures. Donc long. Lors de ce voyage retour, qui était je crois en février-mars, j'étais avec mes 3 enfants, donc l'aîné qui avait à l'époque 7-8 ans, ma deuxième 5-6 et la petite dernière qui avait 14 mois environ. On avait fait bien évidemment, donc la petite dernière avait déjà fait un vol, puisque c'était pas sa première fois où elle rentrait en France, mais sa deuxième. Le premier vol donc de ce voyage-là, donc Maurice Paris, s'était super bien passé, et d'ailleurs j'avais été seule, donc c'était super. Mon mari nous a rejoints après en France. Et le retour, on se dit que tout va bien se passer puisque je n'ai jamais eu de problème avec les 3 enfants. Et là, l'avion a décollé. Et j'ai eu une enfant complètement, j'emploierais peut-être presque le mot hystérique, c'est-à-dire j'ai une enfant qui était inconsolable. J'avais beau m'asseoir avec elle, marcher, c'était l'enfer. Elle pleurait, mais hurlait. Et on voyait bien que c'était pas de la douleur, mais c'était de l'anxiété, de l'angoisse. Et je me souviens même avoir dit, c'est quand même dommage, c'est le dernier vol dans lequel elle va pouvoir dormir dans un petit lit, les petits lits qu'on a à Air France. Et je me dis merde, elle gâche, enfin elle ou nous en tout cas, on gâche ce dernier vol. Et là, ça a été vraiment des pleurs, des hurlements, voir cet enfant, mais rouge, à octer, à plus pouvoir respirer, à faire des allers-retours. Et là, bien évidemment, qu'est-ce qui se passe ? On a aussi la pression des autres voyageurs. Alors bien évidemment, c'est pas tous les voyageurs. Dans ce genre de situation, c'est toujours 1 ou 2 voyageurs qui commencent à râler, à vous jeter des regards noirs. Et toi, tu te sens juste impuissant et en même temps en colère. Moi j'étais prête à dégainer parce que je dis c'est pas possible. Je me sens, on se sent impuissant. Et ça a duré, je pense, les 3/4 du voyage. Je pense sur 11 heures de vol, on a dû avoir 8 heures d'enfer. Alors c'est plutôt elle parce que finalement on souffre, mais c'est quand même l'enfant qui d'abord souffre et finalement j'ai réussi à la calmer grâce au yoga, puisqu'à l'époque je faisais pas mal de yoga et de respiration avec le yoga, et je l'ai plaqué sur moi et j'ai commencé à respirer de façon très forte, très prononcée, et à faire le fameux du yoga. Et je pense que la vibration de ma poitrine lui a permis d'instinct de se calmer. Et là, j'ai eu une enfant qui a complètement lâché son angoisse, sa colère, sa frustration, sa tristesse. Et là, j'avais un chamallow dans les bras, un enfant complètement décontracté. Donc j'ai respiré un bon quart d'heure. Et là, je me suis assise sur mon siège. Et je n'osais plus bouger. Il me restait quand même encore 4-5 heures de vol. Et là, j'ai réussi quand même à regarder un film. Mais j'osais pas bouger. Le bilan que j'en tire de cette expérience, c'est, je pense que déjà, il faut... Alors, excusez-moi pour les autres voyageurs, mais il faut faire surtout abstraction des autres. C'est hyper important.
Et se dire surtout que oui, nous on est dans un inconfort parce qu'on se dit on sait pas quoi faire, mais je pense que c'est surtout l'enfant qui est pas bien et essayer de le calmer par des méthodes justement peut-être un peu plus atypiques que le simple chut, 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 parce que ça je pense qu'en fait finalement ça marche pas et je pense que ça stresse tout le monde ce chut et essayer de décoder ce qui se passe chez l'enfant et essayer de le rassurer le plus possible et vraiment faire abstraction des autres et laisser un petit peu l'enfant faire ce qu'il veut aussi. S'il court dans tous les sens, c'est pas grave. S'il a envie de regarder l'écran pendant des heures, c'est pas grave. S'il a envie de manger des petites choses, alors ça aussi c'est un conseil que je vous donne, c'est amener toujours plein de petits trucs à manger, ça les occupe et c'est plutôt pas mal. Mais aujourd'hui, moi, quand je prends l'avion avec les enfants, et surtout elle qui m'avait fait cette crise-là, j'essaie d'être le plus relax possible, de me dire, c'est un moment à passer, et on va faire en sorte que nous, en tant qu'adultes, de mettre une ambiance zen tout autour de ce voyage. Voilà, j'espère que j'aurai éclairé plusieurs parents. Merci beaucoup, Astrid. C'est vrai que le regard des autres dans les avions, je pense que si on peut faire passer un message à travers ces hors-séries, c'est vraiment le mot empathie, empathie et empathie. Honnêtement, on le sait tous que c'est super relou, les enfants agités en vol. Mais ce qu'on apprend avec la parentalité, c'est que si ça nous agace nous déjà le bruit, alors n'imaginons même pas les pauvres parents dont le cerveau doit bouillir de honte. Donc jugez moins et pourquoi pas aider plus. D'ailleurs, si on faisait un focus sur ces nanas héroïques qui voyagent seules avec leurs enfants, je vous propose d'écouter le témoignage d'Aline pour commencer. Bonjour, moi c'est Aline, je vis à Auckland en Nouvelle-Zélande depuis 2004. Et le voyage dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est en 2014. Donc d'Auckland jusqu'en Vendée pour rendre visite à mes parents. Alors d'Auckland à la Vendée, c'est 40 heures de voyage porte à porte. Et j'ai fait ce voyage seule avec mes deux enfants qui à l'époque avaient 4 ans et 2 ans. Alors j'ai fait ce voyage seule avec eux parce que mon mari à l'époque était en mission en Angleterre pendant 6 mois. Donc il était parti avant nous et nous on l'a rejoint. Donc en étant basé en Vendée chez mes parents où il pouvait venir nous rendre visite pendant les week-ends. Alors ce voyage a été un peu exceptionnel parce que c'était le premier vol pour l'Europe de mon deuxième enfant. Et aussi, c'était la première fois que je voyageais seule avec les deux aussi loin. On avait déjà fait des petits vols ensemble, mais jamais aussi loin. Ayant l'habitude d'être seule avec mes enfants, je ne redoutais pas particulièrement ce long voyage. Ce qui avait commencé à me faire douter de moi, en fait, c'était mes proches qui me prenaient un peu pour une folle d'entreprendre ce voyage seule. Alors que moi, je savais que j'en étais capable, mais à force de se faire répéter, mais t'es sûre, tu vas y arriver, ça va être long. Finalement, je commençais à douter moi-même le jour du départ. Donc le jour du départ, en fait, ça commençait à l'enregistrement des bagages à Auckland. Quand pourtant on est arrivé bien en avance, l'hôtesse me dit qu'il y a plus de place pour nous 3 à côté, donc on est complètement séparés dans l'avion. Donc là, je lui dis ça va. Ma fille a 2 ans, son voisin lui changera les couches pendant le voyage, et mon fils a 4 ans, il a quand même un peu besoin de moi. Mais bon, tant pis, moi je vais passer 40 heures tranquille à me reposer. Donc je me suis pas affolée, je me suis bien dit dans l'avion les gens vont sans problème vouloir changer de place. Enfin bon, c'était quand même un début un peu rigolo. Alors Auckland à Paris, parce qu'en fait on atterrit toujours à Paris. En fait, c'est 2 vols. Comme on voyageait avec Singapore Airlines, en fait, on a fait Auckland-Singapour et Singapour-Paris. Donc, il y a toujours un vol de jour et un vol de nuit. Donc, le premier vol, on a pris un vol de jour. Comme ça, les enfants étaient encore dans leur journée. Donc, on avait une petite valise cabine entièrement remplie de petits jouets, de coloriages, de snacks, de petites babioles pour les occuper.
Et aussi, quand ils étaient petits, en fait, ils avaient très peu de temps d'écran à la maison. Donc, pour eux, être dans un avion, c'était libre cours à regarder autant de dessins animés qu'ils voulaient. Donc, pour eux, il y avait aussi cet attrait de l'avion, c'est-à-dire qu'ils pouvaient regarder les écrans autant d'heures qu'ils voulaient, en fait. Et très vite, en fait, je me suis mis cette idée en tête que j'étais pour ce voyage-là, en fait, j'étais ici totalement pour eux, en fait. Donc, je me suis vraiment oubliée. J'ai commencé à regarder aucun film. J'avais pas emmené de livres pour moi. Comme ça, il y avait aucune frustration de ma part de ne pas pouvoir le faire. J'étais là pour eux. Le plus compliqué, en fait, ce sont les escales. Parce qu'une fois dans l'avion, même s'ils sont turbulents, si ça se passe mal, ils peuvent pas aller loin, en fait. Ils sont dans l'avion. Les escales, mes enfants, je gère mes enfants, mais c'est vrai que c'est toujours un peu effrayant d'être seul dans un grand aéroport. Si on les perd, on sait jamais ce qui peut se passer. Donc c'est vrai que ce sont les escales le plus compliqué à gérer. Je dois dire aussi que l'équipage ou les équipages à chaque fois, parce on a refait le voyage plus tard. À chaque fois, les équipages étaient vraiment à l'écoute. Ils voyaient une maman seule avec un ou plusieurs enfants. Ils étaient vraiment à l'écoute et à venir de temps en temps vérifier si je voulais aller aux toilettes, par exemple. Ils s'occupaient. Il y a une hôtesse qui s'asseyait à mon siège pour être sûr que les enfants ne soient pas seuls. Ou ils étaient vraiment à l'écoute de m'amener mon plateau repas quand je le voulais, en fait. Donc ils ont d'abord donné les plateaux repas à des enfants, comme ça j'ai eu le temps de les aider à manger. Et ensuite, quand eux ils ont eu terminé, ils m'ont apporté le mien. Comme ça, il y a pas tellement de place. Donc déjà c'était pratique d'avoir juste les 2 repas pour les enfants et ensuite juste le mien. C'est des petites choses, mais c'est vrai que ça fait la différence. Et ensuite, le deuxième vol, en fait, correspondait à un vol de nuit. Donc, avant le vol, on les met en pyjama. Comme ça, ils sont préparés. C'est la nuit. Et une fois dans l'avion, là, par contre, pas d'écran. On reste dans le noir. On éteint les petites lumières au-dessus nous. Et, en fait, de suite, ils se sont endormis parce qu'ils étaient fatigués par l'escale et aussi par le voyage d'avant où ils n'avaient pas beaucoup dormi. Donc, une fois arrivés à Paris, en fait, ensuite, on prend un TGV pour Angers. Et là, c'était le pire, en fait, parce qu'il y a toujours une grande attente, 3 heures, et on est fatigué, parce qu'on a fait près de 24 heures d'avion. Et à l'attente du train à l'aérogare de Charles de Gaulle, en fait, il y a pas grand-chose. Il y a un petit café et rien d'autre. Donc, c'est vrai qu'attendre, c'est long. Et je me souviens, donc des amis nous avaient rejoints pour m'aider à porter nos valises jusqu'au train. Et ils sont restés avec nous jusqu'à ce que le train arrive. Et je me souviens d'être tellement fatiguée. Mon fils se roulait par terre parce qu'il était fatigué et plein d'énergie en même temps. Et donc, il faisait des roulades sur le quai. Et je me souviens le regarder faire et me dire, en fait, c'est pas grave, je vais pas commencer à m'énerver maintenant. Je regarde juste qu'il tombe pas sur le quai, mais c'est pas grave. Et je me souviens, les gens nous regardaient et ils n'osaient pas nous dire, mais il faut faire attention là, le petit va tomber sur les rails. Et en y repensant, ouais, on était vraiment fatigués. Et donc le train est arrivé et il faisait très chaud, la clim était en panne, le train était bondé. On avait juste 2 sièges parce que ma fille avait 2 ans, donc elle voyageait sur mes genoux. Oui, on avait tous nos sacs. Mes enfants étaient tellement fatigués qu'ils n'arrivaient pas à trouver une position pour dormir. Donc mon fils a commencé à pleurer, ma fille l'a rejoint. Et j'étais incapable de les consoler parce que j'étais fatiguée moi-même. Et je me dis, si je dis quelque chose, je vais me mettre à pleurer aussi. Et si je me mets à pleurer, je vais pas pouvoir m'arrêter. Donc je regardais l'heure et je me dis, mais si on n'arrive pas dans 20 minutes, si on n'arrive pas dans 10 minutes, je vais aussi craquer. Et je me souviens des gens qui
qui était pas très sympa en fait, qui nous jetait vraiment des sales coups d'œil parce que bon, il se doutait pas du périple qu'on venait de faire. Donc il disait mais c'est quoi ces gens, c'est quoi cette mère qui dit rien, ces enfants qui pleurent et elle les laisse pleurer. Et donc elle arrivait à Angers. Mes parents étaient sur le quai. Encore eux, ils ont eu la bonne idée de venir sur le quai pour nous aider à porter les bagages. Et je me souviens avoir donné ma fille à ma mère. On était tous en pleurs. Et mon fils a descendu les marches tout seul. Et mon père, de suite, il a compris. On n'était même plus fatigués à ce stade-là. Donc il est monté dans le train et il a pris nos valises pour nous sans nous demander lesquels étaient nos sacs. Il a réussi à se débrouiller. Et donc c'était notre arrivée à Angers. Où ma fille, c'était la première fois que mes parents rencontraient ma fille. Et on était tous en train de pleurer de fatigue et de joie sur ce quai de gare. Et ensuite d'Angers, il y a encore 1h30 en voiture, donc avec mes parents. Et là, on s'est tous endormis dans la voiture. On a rien vu du trajet. Le bilan que j'en tire, je suis toujours super fière d'avoir amené tout le monde à bon port et tout s'est bien passé, à part qu'on était à la fin très fatigués et on était en pleurs, mais sinon il n'y a pas eu de drame majeur. Et en fait, ma famille stressait bien plus que moi au niveau de ce voyage et j'ai bien fait d'avoir eu confiance en moi, en fait, de savoir que je pouvais le faire. Si j'avais été amenée à le refaire, on l'a refait, mais bon, ils étaient plus vieux, donc après c'était plus facile à gérer. Je changerais peut-être, en fait, au lieu de vouloir prendre le train tout de suite, après l'avion, je me poserais quelques heures, je prendrais une chambre d'hôtel directement à l'aéroport pour se reposer. Peut-être pas dormir, mais au moins se reposer quelques heures et prendre ensuite le train. Et en fait, le conseil, c'est se faire confiance, en fait. On sait de quoi on est capable. Et surtout, pas se préoccuper des gens. Les gens qui ne savent pas qui on est, d'où on vient, pourquoi on est si fatigué, pourquoi on pleure. Ne pas se préoccuper et se faire confiance. Voilà mon histoire. Au revoir. Aline, vraiment, au nom de tous et toutes, on te dit bravo. 40 heures seule avec des enfants de 4 et 2 ans, franchement. Puis je suis persuadée qu'on aurait tous fini en larmes aussi, donc une belle leçon de courage et de respect. Je vous propose maintenant d'écouter le témoignage de notre Léa, qui était notre invitée de l'épisode 31 et qui a un voyage mémorable à nous raconter. Bonjour à tous, donc je m'appelle Léa, j'habite à Boston aux États-Unis avec mon mari Pedro, mon fils Luca et un petit bébé qui devrait arriver d'ici 2 semaines. Alors le voyage en question, donc ce voyage moi je l'appelle le voyage de l'enfer. C'était pour aller donc de Logroño, qui est une ville au nord de l'Espagne, jusqu'à Boston. Après les fêtes de Noël et de Nouvel An de 2019-2020, donc c'était le 1er janvier 2020. Parce qu'en fait, étant professeur, je reprenais le travail le 2 janvier. Donc j'avais pas le choix de voyager le 1er janvier. Et donc ce voyage était avec mon fils de 17 mois, qui à la base devait rentrer avec mon mari, mais qui est finalement rentré avec moi. Et mon père m'a accompagnée sur la première petite partie du voyage. Donc le voyage, il a duré plus de 24 heures de porte à porte. Je dirais dans les bien 27 heures peut-être, à peu près. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc la ville Logroño est à 4 heures de voiture de Madrid. Et on prenait l'avion à Madrid. Donc, le 1er janvier, je me suis couchée peut-être à 00h30. Et il a fallu qu'on se réveille à 2h du matin, même avant ça, 1h30 du matin, avec mon père, qui lui, donc, allait rentrer en France, pour prendre la voiture, rouler 4 heures jusqu'à l'aéroport de Madrid. Donc j'ai fait ça, j'ai conduit les 4 heures, parce que mon père était un peu fatigué, avec heureusement mon fils qui dormait derrière. Donc on arrive à Madrid, après déjà 4 heures de voyage. Mon père prend son avion pour la France. Et en fait, nous, on avait un voyage extrêmement long, parce qu'en fait, on devait faire Madrid-Lisbonne, Lisbonne-les Açores. Donc les Açores, c'est une île portugaise entre les États-Unis et l'Europe. Je dirais, c'est pas vraiment au milieu entre les deux, mais ouais, en milieu de l'océan Atlantique, un peu plus proche de l'Europe.
Et donc ensuite, après les Açores, il fallait faire Açores-Boston. Donc c'était en tout, donc 1 vol, 2 vols, 3 vols, avec un petit garçon de 17 mois. Donc déjà le voyage, j'étais pas très enthousiaste parce que c'était long. Mais en fait, ça s'est transformé en ouais, un voyage de l'enfer. Donc le premier vol Madrid-Lisbonne, ça a été. Lisbonne, les Açores, ça a été aussi. Mais quand on est arrivé aux Açores, il y avait une espèce de tempête, je crois, tropicale, où il pleuvait beaucoup. Enfin, pas tropicale, mais une tempête, il pleuvait beaucoup. Donc l'avion pouvait pas bien se garer. Donc déjà, on est resté dans l'avion, je crois, 1 heure. Ensuite, arrivé à l'aéroport, on pouvait pas non plus monter dans le prochain avion. Donc on est resté bloqué 1 heure et quart dans l'aéroport, même plus, presque 2 heures dans l'aéroport, dans une petite pièce, debout. Moi j'avais la poussette de mon fils, j'avais mon fils en porte-bébé, plus je crois que je devais avoir un bagage à main. Et mon fils était très excité, j'arrivais pas vraiment à le calmer. Il avait pas encore dormi, je crois, dans les 2 vols qu'on avait fait. Non, il avait pas dormi. Ou il avait dû dormir un petit peu, mais vraiment pas suffisamment pour que ça me marque. Et du coup, donc on a attendu longtemps. Finalement, on a réussi à monter dans l'avion pour donc les Açores à Boston. Mon fils a mangé mes 2 plateaux repas, plus tous les snacks que j'avais. Il a fini par s'endormir. Et donc, quand on est arrivé à Boston, il était 10h du soir, 22h. Donc, 6 heures de plus en Europe. Donc, c'est déjà 24 heures, en fait, le voyage. Et là, douche froide, parce qu'en fait, j'arrive à l'aéroport et je n'ai aucune valise. Rien. Donc, pas ma valise, pas la valise de mon fils et pas de siège auto. Sachant que moi, je devais reprendre le travail le 2 janvier, amener mon fils à la crèche et qu'il fallait surtout que je rentre de l'aéroport à chez moi, en fait. Et sans siège auto, ça me paraissait, surtout en taxi, ça me paraissait invraisemblable. Donc la chance que j'ai eue, c'est que l'aéroport avait un vieux siège auto assez pourri quand même. Et même trop petit pour mon fils, mais bon, ils me l'ont prêté, ça m'a permis de faire ce que j'avais à faire pendant 2 jours. Et le gros problème, c'est qu'en fait, comme mon fils était petit, j'avais pas beaucoup de vêtements pour lui. Et en fait, tous ses vêtements, je dis bien tous ses vêtements, étaient dans la valise. Donc je n'avais aucun vêtement pour mon fils. J'ai réussi à l'habiller, donc je devais avoir un body et un pantalon à la maison. Et vraiment un truc, peut-être même un pyjama. Donc je l'ai envoyé à la crèche comme ça le lendemain. Heureusement, ses profs ont été adorables, elles m'ont prêté plein de vêtements. Du coup, le lundi, après, c'était pas un lundi, c'était un jeudi d'ailleurs quand j'ai repris le travail. Mais donc le jeudi 2 janvier, il a fallu aller acheter des vêtements après le travail parce que bon, ma valise a mis 3-4 jours à arriver. Bon, ça à la rigueur, c'est pas très grave, mais c'était juste un truc de plus sur ce voyage qui déjà avait été très très long. Plus les retards. Moi j'étais fatiguée, j'avais repris le travail, j'étais toute seule avec mon fils du coup puisque mon mari n'était pas encore rentré, il était toujours en Espagne, donc tout ça et le fait de ne pas avoir de valise, de ne pas avoir de vêtements, de ne pas avoir de siège auto, ça a vraiment fait que ça a été un voyage catastrophique. Mais je sais pas si c'est positif, le fait d'avoir été seule, en fait tu peux pas craquer, t'es seule avec ton fils, c'est dur, tu souffres, mais en fait t'as pas le choix, il faut que tu tiennes en fait, il faut que tu t'occupes de lui, il faut que pas que tu craques. Et donc du coup au final peut-être que j'aurais été avec mon mari, je me serais plus reposée sur lui, j'aurais peut-être plus craqué. Le bilan que j'en tire, c'est ne plus jamais faire autant d'escales avec un bébé aussi jeune, mais bon, malheureusement on choisit pas toujours. Pour un retour le 1er janvier, il n'y a pas toujours le choix. Et un conseil que je donne, oui maintenant, c'est surtout n'emmène pas tous les vêtements de ton fils avec toi, ou alors si tu les emmènes tous, prends 2 ou 3 changes dans ton bagage à main. Ne mets pas tout en soute parce que tu sais jamais ce qui peut arriver. Si tu allaites, c'est cool, mais si tu donnes le lait en biberon, prends plus de lait que ce que tu as besoin, prends plus de couches que ce que tu as besoin. Si tu penses qu'il te faut 5 couches pour le voyage, prends-en 15, prends-en 10, parce que tu sais jamais ce qui peut arriver. Ouais, et un autre conseil, ça nous est arrivé plus tard, mais il y a quelques mois, en février. Donc moi j'étais enceinte de 6 mois, on était en Californie, et en fait suite à quelques petits soucis de grossesse, il a fallu que je rentre absolument à Boston pour me faire suivre par mes docteurs. Et en fait comme on était un peu stressé par ce qui s'était passé, on n'a pas pensé à faire le check-in de l'avion. Et donc le dimanche, quand on se pointe à l'aéroport pour prendre l'avion à 10h du matin, l'avion était en fait surbooké. Et comme on n'a pas fait le check-in, on était dernier sur la liste, et donc il n'y avait pas de place dans l'avion pour nous. Et le prochain vol pour Boston était à 23h. Sachant que moi, j'étais
j'étais pas censée rester debout, assise très longtemps. Il fallait que je sois presque en bed rest pendant quelques jours. Mon fils avait 3 ans, donc c'était pas l'idéal. Et donc on a failli rester bloqué. Mais la chance qu'on a eue, c'est que la compagnie a proposé à des gens de l'argent en échange de prendre le vol plus tard. Et il fallait que 3 personnes acceptent, ce qui s'est fait. Et du coup, on a pu partir. Mais ça a été une grosse source d'angoisse. Donc mon conseil, c'est si vous voulez vraiment partir, parce que vous avez besoin, parce que vous voulez pas attendre avec votre enfant, toujours faire le check-in 24 heures avant pour être sûr d'avoir votre place garantie. Parce que si vous le faites pas, en fait, c'est vous qui mettez de côté. Et après, bon, bien sûr, si ça vous dérange pas de rester et d'avoir de l'argent, vous pouvez le faire. Mais avec des enfants, maintenant, je n'oublierai plus jamais, je pense. Enfin, il faut jamais dire jamais, de faire le check-in. Parce que ça peut transformer le voyage en cauchemar aussi. Donc voilà, donc maintenant je me souviens de ce voyage avec... je souris quand je m'en souviens. Je me dis que c'était une expérience à vivre et que au final tout s'est bien passé. J'ai retrouvé mes valises, j'ai retrouvé mon siège auto, j'ai retrouvé les vêtements de mon fils. Et puis mon fils s'en rappelle pas parce que de toute façon il était tout petit. Moi j'ai mis quelques jours à m'en remettre à cause de la fatigue, mais globalement ça s'est bien passé. Voilà. À bientôt. Merci beaucoup Léa. Et félicitations pour ton deuxième petit garçon qui est né depuis cet enregistrement. Donc j'espère que tout va bien pour votre petite famille. En vrai, je sais pas vous, mais perso, je suis un peu comme Léa. C'est-à-dire que pour les enfants de moins de 18 mois, en général, j'ai pas beaucoup de vêtements pour eux. Alors j'imagine le stress si tout est dans une valise, surtout l'hiver. Après, j'ai tellement la phobie aussi de perdre ma valise pendant mes voyages que je mets toujours des fringues préférées sur moi ou dans ma cabin case. Mais bref, c'est pas le sujet de cet épisode. Je vous propose qu'on enchaîne encore avec une maman qui voyage en solo et on continue avec Aurore. We'll be right back. You know you have a dream, and it's more than likely you go to bed each night feeling like you're no closer to achieving that dream. Because change feels hard, and sometimes it feels impossible. But what if it doesn't have to be? What if change could be easy? John C. Maxwell said, "You'll never change your life until you change something you do daily." And that is the power of habit. It's simple daily actions that make change easy. There's no more important skill than mastering the art of building habits. It is the secret to changing your life. And that's why every Habit Masters episode, we give you the tools to master the art of building habits and move you toward those dreams. I'm Jeff. I'm Sheldon. And we want you to know all the best of what we've learned about building habits. So join us on the Habit Masters podcast and start living your best life now. Bonjour, c'est Aurore qui habite au Mexique. Et donc, le voyage en question, qui a duré pas mal d'heures, je vais me souvenir du nombre d'heures exactement, c'était depuis Mexico jusqu'à Pavia, en Italie. Donc, on a fait Mexico, une escale, je pense que c'était en Allemagne, l'escale, je me souviens plus. Et de l'Allemagne, sans doute Francfort-Milan. Et à Milan, une amie est venue nous chercher avec un siège auto jusqu'à Pavie. Et alors à Pavie, en plus, vu que c'est une petite ville, le centre de la ville est pas, on peut pas rentrer en voiture sauf si on est résident. Et donc on a dû marcher 2 kilomètres aussi en plus. Alors le voyage était avec mon fils Ajax qui avait 6 mois à l'époque. Et je vais partir pour travailler pendant 1 mois à Pavie. Et en plus, quand c'était vers mi-octobre ou mi-novembre. On est aussi resté pour Noël. Enfin bref, c'était un très long voyage. On a fait 1 mois et demi en tout en Europe. Donc c'était moi seule avec Ajax au début. Et puis mon mari nous a rejoints 1 semaine à Pavie. Puis après on a été à Rome. Puis après on a été en Belgique, vu que je suis belge. Et voilà, c'était un voyage un peu long. Donc le voyage en soi en avion, donc déjà Mexico, Europe, ça prend 10h30 à 12h selon la destination. Donc c'est déjà pas mal. Heureusement, à 6 mois, ils dorment, les enfants, donc c'était chouette. Et donc c'était toute une histoire de pouvoir penser au nombre de couches qu'il fallait prendre, le change, tout ça. Heureusement, il mangeait pas encore. Il a commencé à manger à la crèche, en fait, à Pavie quand il est arrivé. Et donc c'était le change pour maman, le change pour le petit, 2 valises, et une des valises c'était le lit pliable parce qu'on savait pas trop, vu qu'on allait dans un Airbnb, on savait pas trop comment ça allait être. Évidemment le lit a été complètement inutile parce qu'il a pas voulu dormir dedans, il faisait trop froid, donc il a dormi avec moi dans le lit du Airbnb. Mais sinon l'avion, 12 heures d'avion, quand ils sont petits ils dorment.
Voilà, donc ça c'est déjà bien. Après, le jet lag, c'est la catastrophe. Mais et puis alors, ce qui était bien, c'est on est arrivé en Allemagne pour l'escale. Et en Allemagne, c'est vachement très très chouette pour les familles parce que donc il y a des toilettes pour famille où il y a vraiment une table pour longer les enfants, pour les nettoyer. C'est vraiment bien fait. Et donc même si on a plein de sacs et plein de trucs, au moins on n'a pas changé la couche sur un banc ou par terre. Donc ça c'est déjà quand même pratique. Et donc ça allait encore bien. Et puis après donc deuxième vol c'était assez rapide. Et heureusement j'avais une amie qui a trouvé, elle a déniché un siège auto. Et alors le siège auto c'était donc Ajax a supporté, donc c'était 12 heures de vol, quelques heures d'escale. 1h30 de vol en plus, on arrive à Milan, Malpensa je pense, qui a 1h30 de Pavie encore en voiture. Donc il a tenu, disons que facilement 18 heures, et rentre dans la voiture, il a pas arrêté de crier, il a pleuré tout le trajet, et mon amie la pauvre, elle comprenait pas ce qui se passait. Je dis écoute, ça fait 18 heures qu'il est en transit là, il en a un petit peu marre. Et donc voilà, donc c'était bien, sauf la dernière heure et demie dans la voiture. En plus, il faisait froid, c'était l'hiver, donc on a dû prendre plein de manteaux et tout ça. Et pourquoi c'était exceptionnel ? C'était le premier voyage qu'on a fait avec lui, que j'ai fait avec lui. Ça s'est bien passé, je trouve. Apparemment, j'épargne le jet lag après. Le jet lag, c'était vraiment une catastrophe. En plus, je me suis rendu compte que j'avais oublié de prendre les petits tuyaux de mon tire-lait, et donc j'ai dû trouver une façon de tirer mon lait sans ces petits tuyaux. Il n'y a pas Amazon en Italie, il n'y avait pas à l'époque, et ils n'ont pas les mêmes tire-lait qu'on trouve ici au Mexique. Alors c'était la catastrophe. J'avais un cathéter comme tuyau du tire-lait, c'était la catastrophe. Enfin bref. En plus, voilà. En plus, je devais travailler avec le jet lag, le lait sortait pas à la même heure. C'était très sympathique. Et c'était un peu exceptionnel parce que c'était le premier voyage, ça a duré 6 semaines, je pense, dont presque 5 semaines de travail quand même. Donc, je l'ai mis dans une crèche qu'ils connaissaient pas, en fait. Voilà. Et puis, on l'a refait 6 mois après pour partir en Espagne cette fois. Et le voyage s'est bien passé. Et là, j'étais aussi, donc mon mari était là sur place. J'ai aussi voyagé seule avec lui. Et par contre, c'était pas aussi bien le deuxième voyage dans le sens où il était plus grand, donc il a pas apprécié encore dans une autre crèche, quoi. Donc c'était pas forcément très bien. Sinon, l'avion en soi, moi, je crois que c'était vraiment pas un problème. J'ai pas ce souvenir horrible parce que les bébés, ils bougent pas trop, ils dorment. Ils peuvent pleurer, ils têtent, c'est bien. Par contre, là, maintenant qu'il va avoir 5 ans, je me dis que recommencer un voyage de 12 heures, plus les 3 heures avant à l'aéroport, plus l'escale, plus courir, plus passer par la douane, retirer les chaussures, vider les biberons, vider tout ça, donc ça prend quand même du temps. Je pense que c'est plus difficile à 5 ans que à 6 mois, en fait. Mais c'était une épopée... C'était bien, je m'en souviens comme un voyage qui représente bien le côté maman professionnelle et tout ça. Et donc oui, je l'ai transporté. Il a commencé à manger pour la première fois dans une crèche italienne. C'est bien, en Italie, on suit plutôt de la qualité de la nourriture, donc c'est pas trop un problème. Mais voilà, c'était bien. C'était vraiment une chouette expérience. Mais cet été, je pense repartir avec lui de nouveau. Je peux faire un autre témoignage après, mais j'ai l'impression qu'à 5 ans, ça va être plus difficile. Voilà. Merci beaucoup, Aurore. D'ailleurs, si vous souhaitez en savoir davantage sur sa vie de maman et scientifique au Mexique, elle nous a offert son témoignage dans l'épisode 33 de ce podcast. Pour l'heure, elle nous donne aussi un mini sneak peek au prochain épisode qui sera davantage axé sur des voyages hybrides, c'est-à-dire voiture et train et un chouïa d'avion. On a conscience que vous serez nombreux à partir pendant cet été, mais on a oublié une catégorie, non ? Si, les gens qui voyagent avec des enfants, certes, mais si on rajoutait l'élément déménagement long courrier et les valises qui l'accompagnent. Écoutons donc notre dernier témoignage pour cette semaine, celui de Fanny qui habite en Floride. Salut à tous, mon prénom c'est Fanny et j'habite actuellement en Floride à côté de Tampa. Le voyage était de Montréal à Nouméa, c'était un déménagement. Il y avait mon mari et nos 2 enfants à l'époque qui étaient encore très petits,
le grand, Hugo, qui allait avoir 2 ans, 1 an et 9 mois à peu près, et le petit qui avait 10 mois. Le voyage était en janvier 2015 et nous avons fait Montréal-Toronto, Toronto-Vancouver, Vancouver-Sydney et Sydney-Nouméa. Porte à porte, c'était plus que 36 heures. Il n'y avait pas vraiment moins de voyages plus courts possible. Alors, en quoi ce voyage a été exceptionnel ? Alors, tout d'abord, c'était un déménagement. Donc, on a fait nos valises, on a pris les choses importantes pour nous. On avait au total, je me souviens, 13 bagages en soute. Donc c'était soit des sacs avec des vêtements, soit nos vélos, il y avait les sièges auto des enfants, enfin tout ce qu'il fallait pour changer de vie et repartir en Nouvelle-Calédonie avec quelques affaires. Aucun meuble, aucune grosse... vraiment gros meubles ou grosses affaires, mais vraiment juste nos sacs. Rien n'est parti en container. On est juste parti avec ce qu'on avait dans l'avion. Donc ça, c'était la première chose. C'était assez épique. Je me souviens des copains qui nous ont déposés à l'aéroport à Montréal un matin. C'était rigolo. Ça nous a pris quand même 1h30, 2 heures à l'enregistrement pour pouvoir enregistrer tous ces bagages. Ensuite, aller apporter les vélos et tout ça. Tout ça avec nos 2 petits loulous tout bébés. Et la deuxième chose qui fait que ce voyage a été exceptionnel, c'est que la veille de partir, mon petit était pas en forme et on a été le faire vérifier à l'hôpital pour enfants à Montréal. Donc c'était un dimanche soir, on était censé partir le lundi matin. Et en fait, le dimanche soir à l'hôpital, les médecins nous ont dit c'est hors de question que vous voyagez avec votre bébé. Il a 2 otites et sa saturation oxygène n'est pas bonne. On s'est retrouvés à annuler notre départ. Et rester 2 ou 3 jours à l'hôpital avec le bébé jusqu'à ce qu'il aille mieux et que les médecins nous disent c'est bon, vous pouvez prendre l'avion. Surtout que c'était beaucoup de vols, c'était long, ça aurait été dramatique en fait de partir dans l'état où il était. Donc je suis tellement reconnaissante d'avoir eu cet instinct de dire allons vérifier avant de partir, mais ça a compliqué parce que toutes nos affaires étaient rangées, les sacs étaient prêts et il a fallu annuler, décaler les vols, camper dans notre maison et patienter qu'il aille mieux. Et voilà, je suis très reconnaissante que ma sœur était là à ce moment-là et ça a beaucoup aidé. Donc voilà, les deux grosses aventures de ce voyage, c'était le nombre de bagages et le fait que le départ a été repoussé de quelques jours pour que mon petit aille mieux. Voilà, le bilan, c'est que ça valait forcément énormément le coup de déménager et de passer presque 1 an et demi en Nouvelle-Calédonie avec les loulous qui ont grandi un petit peu là-bas et qui s'en souviennent un petit peu. Mais c'est sûr que si on peut avoir des vols directs le plus possible dans tous nos nouveaux voyages, on le fait. C'est pas toujours possible, malheureusement. Si on peut avoir des voyages de jour et non de nuit, on fait ça. Et on essaie de voyager léger, ce qui n'est absolument pas possible pendant un déménagement, mais le plus possible si on peut. Voilà. Ça vaut le coup de voyager et de se faire des souvenirs avec les enfants un peu partout, mais oui, c'est un petit peu challenge sur le coup. Allez, merci pour toutes ces belles questions. Bye bye. Franchement, ça nous est arrivé aussi de devoir décaler notre départ de New York City à Los Angeles il y a 2 ans maintenant, car mon fils avait chopé Attendez, je coupe pour chercher. La roséola, ils disent ici aux États-Unis. Apparemment, c'est un truc super contagieux et ça donne des petits boutons et de la fièvre aux enfants. Et on a dû décaler de 2 jours pour qu'il ne soit plus contagieux pour pouvoir prendre l'avion. En vrai, c'était vraiment l'angoisse, car on a dû camper dans notre ancien appartement 2 jours de plus. Bref, heureusement, il était en pleine forme pour prendre l'avion les jours suivants. Le chat, un peu moins, mais ça peut faire partie d'une prochaine mini-série. En attendant, écoutez, je vous remercie énormément d'avoir écouté ce 2e épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Merci encore à Laurence, Astrid, Aline, Léa, Aurore et Fanny pour leurs témoignages. On se retrouve la semaine prochaine pour le dernier épisode de cette mini-série Long Voyage. N'oubliez pas de repartager cet épisode autour de vous s'il vous a plu, ou non d'ailleurs, et simplement de dire à votre meilleur pote à quel point ce podcast est sympa. Le bouche à oreille, il n'y a rien de mieux pour nous et pour nous aider.
Merci beaucoup et à bientôt.